Salam alaikum azul filaoun, bonjour. Rarement, dans l'histoire contemporaine des nations, on aura observé une situation aussi ubuesque, si elle n'était tragique, que celle de l'Algérie. Un coup d'État avant même que le pays puisse cueillir les fruits de la liberté. Puis, depuis ce tournant fatidique, ce détournement du cours de l'histoire, naquit et prospéra un régime monstrueux qui ne nous aura rien épargné. Une redoutable machine ambivalente de répression et de corruption de masse à la fois s'est mise très tôt en branle. Un socialisme et des institutions de pure façade furent érigés comme un décor en carton-pâte derrière lequel grouillait une faune d'opportunistes en tout genre qui s'affairait et prospérait en cachant ses sous et ses privilèges. Puis, après ce socialisme en trompe-l'œil, vint le libéralisme à la Bouafès, qui s'est attifé, pour la circonstance, des oripeaux d'une vie meilleure pour tous. Ce fut le slogan de l'époque, pour une vie meilleure. En fait, ce fut là l'occasion pour tous les prédateurs de sortir du bois, dans un climat général de décomplexion, où la mauvaise conscience et les fortunes mal acquises pouvaient désormais trôner du haut de la morgue et de l'arrogance des menteurs et des voleurs qui avaient mis le grappin sur tout un pays. En fait, le nouveau tournant avait un seul mérite, ce nouveau tournant, celui d'être moins hypocrite, puisque désormais, les barons du régime, leur parentèle, leur clientèle, pouvaient non seulement voler en plein jour, sans avoir besoin de faire des discours à la gloire de la révolution agraire, mais pouvoir le faire en toute impunité. L'une des toutes premières arnaques de ce nouveau système mérite d'être rappelée. Je m'en vais vous la conter. Pour pouvoir s'approprier de façon légale, si on peut dire, les somptueuses résidences qu'ils occupaient, des villas de rêve, anciennes propriétés des plus gros colons ou résidences officielles de l'État, les barons du régime trouvèrent une astuce qui montre comment ils fonctionnent, combien la ruse est leur principale méthode, combien leur cynisme ne recule devant rien. Et donc, ils prirent une loi qui disposait que quiconque habitait un logement de l'État en location pouvait l'acheter. Les Algériens ne se tenaient plus de joie. Jamais ils n'avaient rêvé pouvoir acquérir un jour une maison, un nid, bien à eux. Ils ne virent pas que cette formidable opération, qui concernait des millions de transactions, était juste destinée à faire un écran de fumée pour dissimuler l'arnaque du siècle et qui avait permis aux barons du régime d'acquérir ces résidences de très haut standing à des prix dérisoires. Le cas est connu de nombreux barons qui firent ainsi l'acquisition de plusieurs résidences. Plusieurs parmi eux acquérirent même des résidences qui étaient louées à des ambassades ou à des ambassadeurs. C'est dire. Pendant ce temps, les Algériens qui étaient devenus propriétaires de leur cage à poules ou de leur clapier à lapin découvrirent que le régime, qui n'avait mené cette opération que pour ce qu'on a déjà dit, n'avait pas pensé comment les parties communes de ces immeubles devaient être entretenues. En très peu de temps, du jour au lendemain en fait, les immeubles se dégradèrent, les gens se replièrent un peu plus dans leur individualisme, le chacun pour soi s'intensifia, alors que les gens étaient très confortablement installés dans des logements bien propres, leurs immeubles étaient devenus des horreurs, sales, sans électricité, sans vitres, sans porte, sans ascenseur. Dans le même temps, le barodage, un mot que nous avons inventé, qui ne figure pas dans le dictionnaire, devint la manifestation la plus visible et la plus hideuse de l'urbanisme à l'algérienne. Les gens sont prisonnés chez eux, derrière des barreaux à toutes les fenêtres et des lourdes portes de fer. C'est significatif du sentiment d'insécurité et d'associabilité qui s'abattit sur la société algérienne. Et ainsi vinrent les années où les abcès crevèrent, révélant toute la monstrueuse nature d'un régime mafiocrate, plus que
que plus rien ne bridait. Les malfaiteurs qui se disaient grands serviteurs de l'État se constituèrent en bandes organisées. Chaque baron avait ses clientèles, ses chasses gardées, ses brisées et son droit de cuissage sur la nation. Et ainsi, plus personne n'ignorait en ces années-là qui était M. Blé, M. Médicament, M. Will, M. Lay. Très rapidement, dans une parfaite orchestration, les mafiocrates s'organisèrent en cercles concentriques autour d'un cercle névralgique où se décidait à peu près tout ce qui avait de l'importance. Un centre qui continua d'entretenir avec l'ancienne puissance coloniale des relations de vassal à suzerain. Puis, après les événements d'octobre 88 et leur sanglante répression, le régime opéra une récupération qui montre, encore une fois, combien remarquable est sa capacité à se retourner. Plutôt que de résister à une pression qui aurait pu l'éradiquer, le régime décida de piloter lui-même le changement et d'infiltrer toutes les initiatives. Il prit des lois absolument ahurissantes, comme pour dire aux Algériens « Vous voulez la démocratie ? On va vous en donner de la démocratie !» Et ainsi naquirent des multitudes de partis politiques, dont certains étaient de véritables sketchs, et d'autres, la plus grande partie, des épiceries politiques. En guise de libération de la liberté d'expression, le régime offrit à tous ses journalistes, ceux qui officiaient dans ses journaux, dans sa télévision et ses radios, la possibilité de lancer leurs propres journaux. Il les finança, les dota, leur donna des équipements, des locaux, leur accorda toute facilité. Et une nouvelle presse qui se proclama, du jour au lendemain, la presse la plus libre du monde arabe, sortit toute casquée du cerveau de ses concepteurs. Tout ce que concéda ce régime en termes de libertés et de droits fut sciemment infiltré. De nombreux dirigeants de partis devinrent subitement des alliés naturels du régime, en ce sens qu'ils furent admis à la mangeoire. Lorsque l'islamisme politique s'invita à la nouvelle donne, de nombreux Algériens, y compris ceux qui n'adhéraient pas au projet de société islamiste, lui apportèrent leur soutien. La suite est connue. Lorsque le régime constata que malgré toutes ces manipulations, le peuple avait voté pour les islamistes, il décida de siffler la fin de la partie, avec l'autorisation, si ce n'est l'injonction de la France. Il poussa lui-même à l'insurrection les islamistes qu'il avait privés de leur victoire électorale, puis manipula la violence de façon à ce qu'elle devienne une guerre contre les civils, pour ne plus laisser à la population que le seul désir d'en finir avec ce déchaînement de brutalité. 200 000 morts plus tard et tout un cortège de malheurs indicibles, le régime n'a pas changé. Même si nombreux des anciens barons ont trépassé. C'est dire que cette mafiocratie ne mourra pas quand mourront ses parrains. Elle se régénérera à l'infini, comme autant de tentacules autour d'une force centrale dont le contrôle se trouve ailleurs. La mafiocratie est tellement autonome, en pilotage automatique pour ainsi dire, qu'elle a réussi la gageure à fonctionner même avec un impotent intégral à sa tête. Un président qui n'est même pas en mesure de pouvoir signer les décrets qui sont pris en son nom. Dans tout ça, le peuple algérien était totalement déconnecté de lui-même. Le régime a tout fait pour que les Algériens ne soient plus un peuple, mais une foule d'individus auxquels il a inséminé sa mauvaise conscience et ses contre-valeurs, au point où la qfaza est devenue la valeur essentielle sur laquelle se fonde toute vision de réussite, au point où la corruption est banalisée jusqu'à ce que faire un pèlerinage à la Mecque avec de l'argent mal acquis n'a rien d'anormal. Le régime a fait ou tenté de faire le vide autour du peuple. Il a corrompu presque tous les partis et les acteurs politiques. Il a fait en sorte que si le peuple bougeait un jour, par miracle, il n'aurait aucune force vraiment organisée, vraiment forte autour de laquelle pouvoir se rallier. Il a continué d'acheter en bon argent ses opposants et des partis vraiment représentatifs. Il a infesté le principal syndicat du pays en corrompant toute sa direction, de haut
tomba. Mais dans cet immense cimetière politique, malgré le climat de subversion qui règne sur tout le pays, des événements majeurs sont venus se planter dans le décor. Des événements qui laissent croire à un tournant historique peut-être, à une vraie révolution du peuple algérien contre un régime qui a volé son indépendance, qui le plonge dans l'incertitude des lendemains et qui compromet jusqu'à l'avenir de ses enfants. Un vent contraire souffle donc contre le régime. Les réseaux sociaux sont en ébullition. La maison Algérie bourdonne de nouvelles, vibre d'espoir. De mauvaises nouvelles sont devenues signes de changement imminent. Le prix du baril, principal nerf de la guerre d'un régime qui ne sait rien faire d'autre que corrompre ou réprimer, ont brutalement chuté, mettant à mal toutes ces stratégies corruptrices. Le DRS ayant été laminé sur ordre de la France et avec son intense collaboration, de ce DRS, nombreux parmi ces anciens généraux et officiers supérieurs qui ont été démissionnés agissent dans l'ombre pour saper ceux qui les ont évacués. Le Sahara est en fusion depuis les conflits de la vallée du Mzab, puis depuis que de grands groupes pétroliers ont décidé de faire de l'Algérie un champ d'expérimentation de l'exploitation du gaz de schiste. Jamais depuis l'indépendance nous n'avons assisté à une telle mobilisation des populations du Sahara, habituellement acquises inconditionnellement à un régime qui les pressure et les méprise pourtant. Et enfin, l'opposition, celle qui tente vaille que vaille de contester ce régime, qui tente de s'organiser, de rallier autour d'elle les Algériens conscients des périls qui menacent la survie même de la nation. Cette opposition-là, la CLTD, le pôle des forces du changement et des personnalités politiques de tous horizons, se sont constituées en instances de concertation et de suivi pour appeler le peuple algérien dans son entièreté à l'organisation de marches et de rassemblements pour exiger la préservation de la souveraineté nationale et dénoncer le projet d'exploitation du gaz de schiste. La journée du 24 février a été choisie pour cette méga manifestation. Le 24 février, non seulement une journée hautement symbolique en matière de souveraineté nationale de l'Algérie sur ses ressources naturelles, mais c'est aussi la journée qui a été choisie par le FFS pour un événement d'un tout autre genre. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité. Aujourd'hui, Liberté. Appel à des marches dans les 48 wilayas le 24 février par Sofiane Aïtiflis. L'expression. La contestation ébranle les autorités par Nadia Benali. TSA. L'opposition appelle à des manifestations le 24 février dans tout le pays par Sonia Yes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mohsen Belabbas, président du RCD et membre de la CLTD. Mohsen Belabbas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, le sujet du jour, cet appel que vous lancez aux Algériens pour une manifestation dans toutes les villes d'Algérie ou des marches, sinon des rassemblements, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en réalité, depuis quelques mois déjà, nous voyons quotidiennement nos frères algériens habitant les wilayas du sud du pays souffrir de la répression du pouvoir, de l'ignorance par le pouvoir des revendications qu'ils soulèvent à travers un certain nombre de manifestations désormais récurrentes. Le minimum que devrait faire la communauté nationale à chaque fois que des citoyens algériens se retrouvent face à ce genre de problème, c'est de la solidarité. Et c'est pour cela nous avons dit que cette solidarité doit se manifester à travers les 48 wilayas du pays
Parce que le problème qui est posé actuellement, c'est un problème de souveraineté nationale et un problème de cohésion nationale. À l'origine de ce problème, c'est les réponses que présente ce pouvoir à chaque fois qu'il y a des revendications citoyennes. Nous pensons que désormais le pouvoir en place est un danger pour la nation algérienne. Mais dites-moi, Mohsen Belabbas, on a l'impression, hein, c'est l'impression générale, que ce régime a réussi à anesthésier la société algérienne. Elle ne réagit plus à rien, parce qu'il y a peut-être 30 ou 40% qui profitent de cette prospérité toute factice, toute relative. Non, il y a une réalité en Algérie, c'est qu'il y a un certain pourcentage de clients, c'est-à-dire qui sont devenus clients depuis le début des années 2000 parce qu'il y a eu une disponibilité financière qui a été orientée pour l'essentiel justement pour acheter une clientèle. Le pouvoir algérien a su répartir les richesses financières engrangées par l'augmentation du prix du baril durant ces 15 dernières années pour donner un peu plus d'argent aux anciens maquisards, donner un peu plus d'argent aux services de sécurité en général, financer des projets d'un certain nombre d'industriels qui souvent échouent dans leur entreprise. En tout cas, ils ont réussi à se constituer une certaine clientèle. Mais je reste convaincu que la majorité du peuple algérien n'est pas inscrite dans ce genre de démarche, refuse de s'inscrire sur les listes des clientèles du régime. Bon, la démonstration vient de nous être faite par les populations du sud du pays. Ils ne sont pas sortis dans la rue pour demander de l'argent ou bien des subventions ou bien une augmentation de salaire. Ils sont sortis dans la rue pour demander à ce qu'on arrête l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste parce qu'il y a une atteinte à l'environnement, parce qu'il y a un risque sur la nappe phréatique. Donc là, c'est un message important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine, moi je dirais, inhibition dans laquelle est tombée la classe politique en général et les acteurs de la société civile aussi. On croit que la société algérienne ne va pas répondre à nos appels. Souvent, ils présentent cette société algérienne comme étant non encore mûre à des actions de masse pour revendiquer ces droits. Ce n'est pas vrai. C'est en réalité la classe politique qui n'est pas encore, qui n'a pas compris qu'il faut d'abord agir et le mouvement va prendre petit à petit. Depuis la dernière réunion de l'instance, nous avons débattu de tout cela. Nous avons dit que depuis une année que nous sommes en train de nous réunir régulièrement, c'est vrai. Nous avons eu des positions courageuses, nous avons produit des affaires politiques sérieuses qui ont rendu de l'espoir au peuple algérien, mais ça reste très insuffisant parce que il y a des actions que nous devons mener dans la rue avec le citoyen algérien. Parce que c'est important, le dialogue se fait avec le citoyen algérien et avec personne d'autre. Il s'agit de sensibiliser le citoyen algérien, mais en se mettant d'abord au devant, dans la rue, pour réussir justement... Eh bien justement, Mohsen Belabbas... Parce que ce pouvoir est devenu un danger pour la nation. Eh bien justement, Mohsen Belabbas, à cet effet, est-ce que vous allez vous contenter d'avoir lancé cet appel et laisser la suite des événements à la réaction populaire, ou est-ce que vous allez vous mettre en avant, entreprendre des actions pour essayer de briser justement cette inhibition dont vous parliez, cette passivité, cette anesthésie, ce désintéressement des Algériens de ce qui les concerne? Encore une fois, c'est pas un désintéressement. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée qui consiste à dire que le citoyen algérien se désintéresse de la politique. En tout cas, durant l'année 2014, il a démontré amplement qu'il est conscient qu'il y a un éveil certain. La preuve, c'est qu'il s'implique dans le terrain. Moi, je pense même que désormais, la population a pris de l'avance par rapport à la classe politique. Mais il n'y a pas une wilaya qui n'a pas été touchée durant l'année 2014 par une manifestation
manifestations, qui pour demander un logement, qui pour demander à ce que les maisons soient reliées au gaz naturel, qui pour demander l'arrêt de l'exploitation du gaz de schiste, etc. Et donc il y a des manifestations partout dans le pays et souvent ça se fait dans la rue. Donc le citoyen algérien est plus que jamais conscient. Cette conscience s'explique par le fait que l'Algérien est désormais connecté à l'information, que ce soit à travers les réseaux Internet, parce que là c'est nouveau, et que ce soit à travers les chaînes de télévision, là aussi c'est nouveau. Si dans le sud du pays, pendant des années, les rares journaux qui parvenaient arrivaient dans l'après-midi, il y a un quota très minime qui était réservé essentiellement pour l'administration. Maintenant, le citoyen du Sud est lui aussi connecté à Internet. Le citoyen du Sud est lui aussi connecté aux chaînes de télévision et regarde le Maghrébien comme il regarde d'autres chaînes de télévision. Donc, il y a une prise de conscience sur les enjeux et les citoyens du Sud ont commencé à prendre de l'avance en termes de mobilisation. Tout à fait. Mais c'est pareil au niveau du nord du pays, même si on peut dire que peut-être au niveau du nord, il y a une certaine fatigue parce que la protestation au niveau du nord du pays, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, en fait, ne date pas de 2014, il date de plusieurs années déjà. Nous avions compté, je me souviens déjà en 2009, on avait donné le chiffre de 9000 manifestations de rue durant l'année 2009, 2010, 2011, c'est pareil. Donc à chaque fois, les manifestations, ils sont là. Les jeunes Algériens maintenant s'organisent, même s'ils ne sont pas automatiquement dans des partis politiques, mais ils s'organisent dans d'autres cas. On les retrouve dans des associations de jeunes, on les retrouve dans des collectifs estudiantins, on les retrouve dans des syndicats autonomes. Nous avons vu combien de structures de jeunes qui ont été créées à la veille des élections présidentielles de 2014 pour refuser le 4e mandat, pour refuser les élections, pour demander à ce que le citoyen algérien les boycotte. Donc la prise de conscience est là. Oui, mais en plus d'avoir lancé cet appel, allez-vous mener des actions pour essayer de stimuler justement cette conscience politique, de la regrouper, de la concentrer, de l'organiser? Bien sûr, en tout cas. Par exemple, quelles actions vous pouvez... Nous avons déjà envoyé des notes à toutes nos structures régionales pour qu'ils commencent à prendre contact avec tous les représentants des partis politiques et des personnalités qui siègent au niveau de l'instance de concertation et de suivi, parce qu'il s'agit là aussi de coordonner nos efforts au niveau de ces différentes wilayas. Mais nous avons commencé aussi à établir des contacts avec un certain nombre d'associations de jeunes, mais surtout des étudiants à travers les différentes wilayas du pays, parce que dans cette affaire, l'instance de concertation et de suivi, ce n'est qu'un instrument. Oui. Les marches du 24 février sont les marches du peuple algérien pour dire stop à l'exploitation et à l'exploration du gaz de schiste, une bonne fois pour toutes, et pour montrer et réaffirmer leur solidarité avec leurs concitoyens, avec leurs frères du sud du pays. Donc il y a les manifestations, notamment à Alger, les membres de l'instance, ils vont marcher à Alger. Les représentants de toutes ces formations, ils vont marcher dans différentes wilayas du pays, mais nous encourageons des manifestations, y compris à l'échelle des daïras, parce que ce n'est pas une affaire seulement de l'instance de concertation et de suivi, et c'est important de les faire y compris au niveau des daïras, parce qu'on sait très bien qu'au niveau d'un certain nombre de wilayas, les distances d'une daïra vers un chef-lieu de wilaya sont énormes. C'est souvent plus de 400 kilomètres. Vous avez demandé des autorisations au régime pour organiser ces marches et ces rassemblements, ou vous allez vous en passer? Non, on va s'en passer des demandes d'autorisation parce que dans tous les cas, le pouvoir va refuser de donner des autorisations pour ces manifestations. Deuxièmement, le pouvoir algérien n'a pas demandé l'autorisation du peuple algérien quand il a décidé d'exploiter le gaz de schiste. Plus grave encore, quand il a vu que le peuple
notamment dans les wilayas du Sud, refuse cette exploitation et n'a pas, s'est pas soumis à cette revendication du peuple. Donc c'est un pouvoir qui refuse de consulter ses citoyens dans des questions aussi importantes, ne peut pas être récepteur de demandes d'autorisation pour des manifestations. Voilà, il faut être... moi, je pense qu'il faut en finir avec les formes administratives. Dans tous les cas, le pouvoir refuse. Nous savons qu'il va refuser. Nous demandons au peuple algérien de manifester sa solidarité avec son concitoyen du sud du pays. Nous demandons à tous les acteurs politiques et sociaux de se mettre au devant durant ces manifestations. Nous les rassurons, l'instance de concertation et de suivi n'est qu'un instrument entre les mains des citoyens algériens. Mais vous ne doutez pas que le régime va envisager cette initiative comme une menace, une hostilité à son endroit, voire même une initiative qui pourrait le contester sévèrement? Non, moi je pense que le pouvoir algérien doit comprendre qu'il est temps d'organiser sa sortie plus vite et le fait mieux, ça vaut pour lui. Le danger nous vient de partout. Mais pour l'essentiel, ce danger, s'il peut prendre de l'ampleur, c'est parce qu'il y a ce pouvoir, parce qu'il y a ce régime autiste incapable d'anticipation, incapable de prendre les réformes que la situation impose. Il y a la crise du pays du baril du pétrole, il y a la crise du sud du pays, parce que c'est une crise du sud du pays. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du sud, ce n'est pas seulement une question d'exploitation du gaz de schiste. En réalité, les manifestations dans le sud ont commencé depuis déjà plus de 2 ans. On sait très bien ce qui se passe au niveau de la wilaya d'Oradaya. On se rappelle très bien les manifestations organisées par les chômeurs au niveau des wilayas de Ouargla et de Beska. On se souvient de ce qui s'est passé dans la daïra de Tougour, de Hadar, etc. Ça, c'est pour les daïra et les wilayas où l'information a été rendue publique ou bien nous est parvenue à travers nos structures locales. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de manifestations dont on ne parle pas. Le citoyen du Sud veut participer d'abord à la prise de décision, veut participer au pouvoir, veut une répartition équitable de la richesse nationale. On se souvient très bien depuis déjà 3 mois des notables de Tamanrasset qui s'étaient réunis pour demander leur part dans les postes d'ambassadeurs, leur part dans les postes de ministres. Donc il y a une crise sérieuse au niveau du Sud. Il y a même au niveau d'un certain nombre de daïras, on parle carrément d'autonomie. Oui, il faut le dire. Oui, effectivement. Il ne faut pas s'en cacher. Oui. Il faut affronter son problème. Et pour affronter ce problème, nous avons besoin d'un pouvoir légitime. Le chef de l'État, elle est malade. Le pouvoir législatif illégitime, mais incapable d'initiative parce qu'ils ont de tout temps attendu les initiatives du gouvernement pour se réunir. Mais c'est très grave ce qui se passe au niveau du Parlement algérien avec tout ce qui se passe dans le Sud. Ils n'ont pas osé engager un débat parlementaire sur la question de l'exploitation du gaz de schiste. Ils n'ont pas osé organiser un débat parlementaire sur la baisse du baril. Ils se limitent à attendre les quelques lois qui sont très rares d'ailleurs, moins de 10, si je me souviens, pour l'année 2014, donc des lois qui viennent à l'initiative du gouvernement. C'est pareil pour le pouvoir judiciaire, parce que dépendant du pouvoir exécutif, vous savez très bien que aucun dossier de corruption n'a abouti au niveau des tribunaux depuis plus de 15 ans. L'affaire Khalifa n'a pas encore été tranchée, l'affaire Sonatrach n'a pas encore été tranchée, l'affaire Autoroute Est-Ouest n'a pas encore été tranchée, et j'en passe. Oui. Donc voilà, la situation est très difficile. Moi, c'est pour ça qu'au niveau de l'instance, en plus de des marches auxquelles nous avons appelé pour le 24 février, nous avons décidé d'organiser un congrès fermé durant 12 jours où nous allons évaluer et débattre de toutes ces questions essentielles, parce que c'est des questions qui demandent beaucoup de temps. C'est à partir de ce congrès que nous allons essayer de sortir avec une stratégie. En gros, il s'agit de préparer dès maintenant l'après Bouteflika. Mais avant de revenir sur ce sujet crucial,
vous connaissez le régime. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il va tout faire d'abord pour essayer de s'aborder cette initiative que vous lancez, et qu'au cas où il ne réussirait pas, vous connaissez ses méthodes, il va envoyer des agents provocateurs au sein des manifestants pour essayer de provoquer des actes de violence et donc discréditer le mouvement, le faire passer pour une tentative de syrianiser, de libyaniser le pays. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour éviter justement ce genre de scénario? Non, bien sûr qu'on va essayer de tout faire pour ne pas tomber dans les pièges que le pouvoir ne s'empêchera pas de nous tendre. C'est connu, il va infiltrer les manifestations avec des slogans pour Daesh, par exemple. Il va envoyer des batagias pour agresser un certain nombre d'acteurs politiques. C'est connu, les pratiques du pouvoir. Oui. Mais dans cette affaire, ça sera très difficile pour lui parce que là, il va avoir affaire au peuple algérien. Parce que là, le message de la marche, ce n'est pas une marche pour demander le départ de Bouteflika, à la limite, même si c'est urgent. La marche, c'est pour demander l'arrêt immédiat de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste. Donc c'est très difficile pour lui de s'attaquer à ces manifestants qui, en réalité, sont des Algériens qui expriment leur solidarité avec leurs concitoyens des wilayas du Sud. Le risque, il est toujours là, mais il faut savoir prendre des risques, y compris en politique. Absolument. Vous parliez à un instant de ce congrès. Par qui il est organisé? Par le RCD ou par cette instance qui prépare cette méga manifestation? Non, le RCD n'est qu'un acteur parmi d'autres. Non, mais je parle du congrès pour lequel vous êtes en train de préparer l'après Bouteflika. C'est un congrès qui est de l'instance. Ah, d'accord, très bien. L'instance prend ses décisions de manière consensuelle. Il y a eu la proposition d'aller vers une rencontre qui doit durer un peu plus de temps, parce que d'habitude on fait des réunions de 4 à 5 heures. On a jugé que c'était très insuffisant pour débattre de toutes les questions essentielles qui se posent actuellement, et on s'est dit qu'au minimum il faudra aller vers un congrès fermé de 2 jours minimum, parce que c'est possible qu'on va aller au-delà de 2 jours, mais nous devons discuter sérieusement de la question de la vacance du pouvoir, de la question de l'exploitation du gaz de schiste, de la question de l'APS du baril du pétrole, de la crise dans le sud du pays, etc. Et à partir de là, nous allons commencer à mettre en place une stratégie justement pour préparer l'après-Bouteflika, parce que l'après-Bouteflika, il est là, il a commencé déjà. Il a déjà commencé, en effet. Une dernière question. Pourquoi cette date du 24 février? Est-ce parce que c'est la journée de commémoration de la souveraineté du pays sur ses ressources naturelles, ou est-ce parce que c'est une journée qu'a choisi le FFS pour sa propre initiative? Non, d'abord, pour l'initiative qu'a lancé le pouvoir, l'initiative qu'ils ont appelée Consensus National, ils ont choisi la date du 23. En fait, s'ils réussissent le 23, c'est largement suffisant pour eux. En général, un événement, on le juge à travers sa première journée. Donc, ça n'a rien à voir avec cette initiative. Mais pour nous, c'était important d'exploiter la date du 24 février, parce que c'est une date symbolique pour l'Algérie. C'est la date durant laquelle il y a eu la nationalisation des hydrocarbures. La question des gaz de schiste, c'est une question d'hydrocarbures. La nationalisation des hydrocarbures en 71 aussi, c'était une question de souveraineté. Mais aujourd'hui aussi, il y a une question de souveraineté dans cette affaire de gaz de schiste. D'autant plus, nous sommes conscients qu'il y a un certain nombre de contrats qui sont louches. Avec un certain nombre de sociétés étrangères, on se pose des questions. Le citoyen algérien est en droit de connaître la tenue des contrats qu'ils ont signés avec un certain nombre de ces sociétés. Beaucoup pensent qu'il y a une volonté d'un certain nombre de sociétés étrangères de récupérer l'argent qu'ils ont perdu par le refus du pouvoir français d'exploiter le gaz de schiste chez lui. On parle même de chiffres faramineux qui sont évalués à plus de 200 milliards. Mohsen Belabbès, merci infiniment d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté ces éclairages très utiles. Merci beaucoup. Salam alaikum, qawala khair bislama.